Dans l'actualité de ce mardi, c'est encore le flou sur le nombre de morts dans le chavirement de la pirogue à l'île Sarpan. À suivre les précisions du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Le bilan serait de 4 à 6 morts, tous des Sénégalais. Asmar annonce des enquêtes administratives et judiciaires. À suivre les derniers développements dans ce journal. Et puis au lendemain de ce drame, nous sommes allés à l'embarcadère de Ngor, point de départ des pirogues pour rallier l'île éponyme. Là-bas, vous le verrez, le drame de l'île Sarpan interpelle. À suivre notre reportage. En sport, c'est officiel, le Sénégal va affronter le Brésil de Neymar le 10 octobre à Singapour. Plus de détails dans ce journal. Mais d'abord, nous sommes en ligne avec le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Quels sont les derniers développements dans le drame de l'île aux Sarpans? Merci beaucoup de nous donner encore cette opportunité de vous parler, de parler aux Sénégalais. J'avais déjà donné, je pense, le bilan définitif vers midi sur les antennes de RFM, juste pour vous dire qu'il n'y a pas eu d'évolution de ce bilan. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de spéculation. La bonne source vous dit qu'il y a eu 41 victimes, 37 sont des rescapés qui ont été toutes admises à l'hôpital principal et nous avons, dès la matinée d'ailleurs, dénombré 4 corps sans vie. Sur les 37 personnes qui étaient admises à l'hôpital principal, elles ont toutes été libérées à l'exception d'une dame qui est dans un état un peu difficile, tout simplement parce qu'elle a perdu son enfant donc, parmi les 4 victimes. Donc il faut l'assister davantage juste avant de la libérer. Les 36 autres rescapés sont déjà retournés chez eux. Sur les circonstances du drame maintenant, monsieur le ministre, la météo avait fait un bulletin annonçant, faisant même l'alerte, mais il n'empêche, il y a eu ce drame. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme conséquence? Bon, ça, je pense que au niveau où je suis, je considère effectivement que si la météo a dû certainement donner l'information au niveau du départ, parce que moi-même, j'avais l'information comme quoi il allait pleuvoir avec beaucoup de vent, ainsi de suite, donc bien avant la pluie. Donc peut-être qu'également ils ont, parce que nous avons les mêmes sources. Mais certainement, l'enquête déterminera pourquoi, malgré en tout cas ce temps qui n'était pas clément, les gens sont partis en mer. Mais est-ce qu'il y aura des sanctions? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une fatalité qui s'installe, les drames s'enchaînent, il n'y a jamais de responsabilités qui se sont situées. Je ne peux pas dire est-ce qu'il y aura des sanctions, il faut d'abord enquêter pour savoir la raison. Oui. Peut-être que déjà, donc a priori, c'est pourquoi moi je n'ai pas l'habitude de verser dans la spéculation. Ce que je peux dire, c'est qu'une enquête sera faite et on attendra les résultats de l'enquête. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Le Centre de coordination des opérations de la Marine nationale a fait le point ce lundi sur les opérations de secours suite au chavirement de la pirogue donc à l'île aux Sarpans. Dans un communiqué, le capitaine de vaisseau Oumar Wade et ses hommes ont annoncé que des enquêtes judiciaires et administratives ont été ouvertes, ce pour faire la lumière sur le naufrage. Il rappelle qu'à bord de la pirogue, il y avait il y avait 41 personnes, 28 personnes de nationalité sénégalaise, 2 françaises et 2 suédoises et 2 allemands. Pour le moment, donc, le nombre de morts s'élève à 4, comme vient de le confirmer le ministre de l'Intérieur, un drame qui soulève tout de même d'innombrables questions. Nous allons revenir dans un instant sur toutes ces questions avec Ibrahima Kane. Drame toujours de l'île aux Sarpans. Toutes les opérations d'extraction ont été menées à bien selon le lieutenant-colonel Pape Ange Michel Diatta. Toutes les victimes ont été bien prises avec le soutien d'un psychologue dépêché sur place car certains d'entre eux souffraient de traumatismes. Suivons à ce propos le lieutenant-colonel. Je ne peux pas vous donner exactement les détails, mais bon, on pourrait penser qu'avec voilà, la pluie qu'il y a eu, le vent, la houle,
Il y a eu des soucis avec probablement l'embarcation qui devait les ramener sur berge. Donc ces personnes sont restées piégées sur l'île. Donc ce qui fait qu'avec le mauvais temps, avec la nuit également, la nuit faisant, c'était un peu compliqué et avec le traumatisme, des personnes même n'ont pas voulu évacuer la nuit. Donc c'était plus sage et avec, en concertation avec ces victimes. Elles sont restées sur place avec l'encadrement des sapeurs-pompiers. Et c'est dès ce matin, comme vous avez vu, qu'on a mis en branle les équipes d'extraction. Les plongeurs et secouristes étaient sur place. On a pu envoyer également un psychologue, au moins pour pouvoir assister les victimes. Vous savez, ces victimes sortent d'un traumatisme quand même, et passer la nuit à la Belle Étoile, ce n'était pas très évident. Donc voilà, mais ce matin, toutes les opérations d'extraction, on a également les équipes et de la gendarmerie et de la marine nationale qui sont avec nous depuis hier. Maintenant, le conseil qu'on peut dire, vous savez qu'on est déjà en pleine saison des pluies. Vous suivez un peu ce qui se passe avec la foudre notamment. Et le plus grand conseil à ce niveau, que ce soit pour les pêcheurs, que ce soit pour ceux qui font de l'excursion, notamment comme c'était le cas hier, de suivre en fait les bulletins météo. C'est très important par rapport à la pluie et surtout par rapport aux marées, à la houle et voilà. Et puis au lendemain de ce drame, nous sommes à l'embarcadère de Ngor, point de départ des pirogues pour rallier l'île éponyme, un va-et-vient incessant des pirogues qui ne fait pas oublier les mesures sécuritaires. Les gilets de sauvetage sont de rigueur, même si les responsables font face des fois à des récalcitrants. Magat Gaye et Lamine Mandjang. Sous un temps ensoleillé, les pirogues font des va-et-vient sans arrêt. Les traversées s'effectuent sur une mer apaisée. Nous sommes sur l'île de Ngor. Ici, nos interlocuteurs ne sont même pas au courant du drame de l'île aux Serpents. Je ne suis pas au courant de ce drame. Je n'étais pas informé. L'affluence n'est pas au rendez-vous comparé aux autres jours. J'ai constaté que le nombre de visiteurs a diminué. Malgré cet événement, les gens continuent à venir, mais l'affluence a légèrement diminué. Pour la traversée, les responsables ne badinent pas avec les dispositifs sécuritaires. Ils sont sur le qui-vive. Pour assurer la sécurité des visiteurs, il nous faut faire des sacrifices. Nous vivons de ce métier. Nous privilégions le port de gilets de sauvetage. Après l'achat du ticket, nous remettons à chaque visiteur un gilet. C'est obligatoire. Des mesures sécuritaires qui ne font pas l'unanimité. La qualité des gilets de sauvetage diversement appréciée. Je suis satisfait des mesures sécuritaires. Les responsables nous assistent et ils n'acceptent jamais d'embarquer une personne sans gilet. Les gilets sont de bonne qualité. Je ne suis pas rassuré par ce gilet, mais bon, je le mets parce que je n'ai pas le choix. Certains se croyant bons nageurs refusent parfois de mettre les gilets. Un problème que rencontrent souvent les responsables de la traversée. Parfois, c'est tout un problème pour faire porter le gilet à certains visiteurs. Des fois, c'est parce qu'ils se croient bons nageurs ou ils ne veulent pas salir leurs habits. Et des fois, certains imitent les récalcitrants. C'est pourquoi nous ne l'acceptons jamais. Dans la nuit du lundi au mardi, une pirogue a chaviré au large de la corniche ouest, près de l'île aux Serpents. Jusque-là, le bilan définitif est inconnu. Merci Magat. Et puis parlons de la grève des gros porteurs. Le ministère du Transport et du Désenclavement va entamer des négociations avec les grévistes. Vous le savez, des syndicats de transporteurs s'opposent à la mise en application du règlement 14 de l'UEMOA. Suivons à ce propos Aubin Jules Marcel Sagna du ministère du Transport et du Désenclavement. Donc je voudrais rassurer les transporteurs. Leur dire que le règlement 14 n'est pas contre les transporteurs. Au contraire, il est favorable à leur travail. Pourquoi? Parce qu'une route préservée, ça participe à plus de facilité de mouvement pour les transporteurs. La surcharge pèse sur la route, et ça, ce n'est pas bon pour le budget de l'État, pour le contribuable sénégalais, et nous prenons à témoin l'opinion publique. Mais aussi, disons
que la surcharge n'est pas bonne pour le véhicule. Parce que dans le chiffre d'affaires même du transporteur, s'il doit amortir son véhicule en 10 ans, vous imaginez qu'il va l'amortir en 3 ans s'il se met à surcharger tout le temps. C'est pourquoi nous sommes très ouverts et le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désengagement, Maître El Hadj Omar Youm, sur les instructions des plus hautes autorités, a demandé qu'on reçoive les transporteurs, qu'on les écoute comme on a du reste l'habitude de le faire et qu'on échange avec eux. Et je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, sont présentes à cette réunion des experts de l'UEMOA des organisations de transporteurs du Sénégal. Les femmes handicapées du Sénégal sont à Thiès pour discuter des difficultés dans lesquelles elles vivent. Certaines d'entre elles sont diplômées, mais seraient laissées en rade dans le recrutement, dans la fonction publique, des revendications soulevées devant la directrice générale de l'action sociale du ministère de la Femme. Reportage Cheikh Anta Diop Seylatir. Les femmes handicapées venues de toutes les régions du pays ont planché sur les obstacles qui pourraient anéantir l'apport des femmes handicapées dans la vie active. Selon la présidente du comité des femmes de la Fédération départementale des associations des personnes handicapées, ce n'est pas un handicap d'être femme handicapée. Étant une femme handicapée, vous avez des diplômes, vous êtes diplômé. C'est le recrutement, on prend les femmes valides. Et on laisse en rade les femmes vivant avec un handicap. C'est un problème. Surtout, on lance un appel à l'État pour le recrutement des femmes vivant avec un handicap à la fonction publique. Le plateau technique n'est pas adapté aux femmes vivant avec un handicap qui sont en âge de production. Il y a le problème d'insertion socio-professionnelle des personnes vivant avec un handicap. Pour Dr Aram Topsen, directrice générale de l'action sociale au ministère de la Femme et de l'action sociale, des actes ont été posés au profit de ces femmes handicapées. Nous avons la loi d'orientation sociale qui déjà stipule sur l'insertion des femmes dans les secteurs socio-économiques, notamment dans le ministère de l'Agriculture, pour l'accès des terres, l'accès aux projets sociaux et projets agricoles. Il y a le programme RBC pour la réhabilitation des personnes handicapées. La directrice générale de l'action sociale est catégorique. Elle estime qu'elle va porter la voix afin qu'il y ait plus de présence de femmes handicapées dans les instances de décision. Merci Cheikh Anta. Et puis le gouverneur de Kaolack en visite à l'hôpital régional reçoit un lot de doléances. La direction régionale de l'hôpital de Kaolack a profité de la visite de courtoisie du gouverneur cet après-midi pour lui soumettre ces problématiques. Elles vont du déficit en médecins spécialistes au plateau technique dont il souhaite le relèvement pour passer à un niveau 3. Le gouverneur Alioune Badara Mbengue, qui reconnaît les efforts fournis, toutefois promet de constituer un dossier qu'il va soumettre aux autorités. Le voici avec Ibrahima Djamé. L'hôpital régional de Kaolack est une structure de dimension sous-régionale. Il accueille les patients venant du Sine Saloum, naturel, mais aussi de Diourbel, mais aussi d'autres patients venant de la Gambie, de la Guinée, entre autres. Donc de telle sorte que elle est submergée, cette structure. Elle est submergée tout le temps et il faut vraiment s'armer d'ingéniosité pour le faire fonctionner de cette sorte-là. Maintenant, il y a un certain nombre de besoins qui ont été exprimés en matière d'infrastructure pour augmenter la capacité d'accueil, mais aussi en matière de matériel sur le plan technique, notamment le relèvement du plateau technique, mais aussi en matière de ressources humaines de qualité, mais aussi en quantité. Tout ceci, si nous réussissons à l'avoir, on peut légitimement réclamer vraiment donc le déclassement de cet hôpital-là de niveau 2 vers le niveau 3. C'est la raison pour laquelle, après cette visite-là, nous allons constituer un dossier autour de tout cela et faire notre plaidoyer et déposer cela donc sur la table de M. le ministre.
de la santé. Et puis un mot de santé, gratuité de la chimiothérapie pour les femmes vivant avec un cancer du col de l'utérus ou du sein. La mesure est perçue comme un doux réconfort par les malades et leurs proches. Pour mesurer la portée, nous avons donné la parole à une femme qui a vaincu le cancer. Les soins lui ont coûté une dizaine de millions de francs CFA. Son témoignage dans ce portrait réalisé par Fatima Touré et Tierno Laurent Mendy. dama feebaroon dama amoon cancer du sein mais maa ngi sant Yàlla bu baax a baax. Guérir du cancer est bien possible au Sénégal. Cette dame en est la parfaite illustration. À seulement 3 mois de grossesse, elle découvrait qu'elle avait un cancer du sein, maladie avec laquelle elle va cheminer jusqu'à son accouchement et revient sur ces moments sombres de sa vie. Au cours du dernier trimestre de grossesse, donc le médecin m'a demandé, donc suis tranquillement ta grossesse et dès que tu auras ton bébé, dès qu'il aura 6 mois, tu vas sevrer l'enfant et puis on va faire une opération. Donc quand j'ai eu à faire l'opération, après les résultats de l'anapath, c'est là que j'ai découvert que c'était un cancer. Le cancer, une maladie très onéreuse pour le patient. C'est une maladie très coûteuse, excessivement coûteuse. Parce que moi, au moment où je faisais mes traitements, ma cure de chimie était à 1 million. Et 1 million, c'était uniquement les boîtes de Taxotere, sans compter les produits adjuvants. Donc, à coup sûr, ça faisait plus d'1 million. Et j'ai eu à réaliser sur plus l'opération, plus la chimiothérapie et l'hormonothérapie. Donc, vous imaginez un peu. Moi, je ne m'avancerai pas à donner un chiffre, mais à coup sûr, j'ai dépassé les 10 millions. Son mari, une personne incontournable dans le processus, et a conduit à sa guérison. Je le dis, je ne cesserai jamais de ma vie de l'honorer. J'ai partagé le même lit avec lui, sachant que j'avais le sein qui coulait, sachant qu'il y avait des odeurs et tout, mais il n'a jamais baissé les bras. L'annonce faite par le ministre de la Santé sur la gratuité de la chimiothérapie et de la mammographie, une aubaine pour les malades du cancer. Vraiment, c'est un ouf de soulagement pour nous tous. Un malade qui n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins, un malade qui n'a pas le moyen d'assurer les 3 repas, un malade qui n'a pas les moyens d'assurer son transport pour aller à l'hôpital. Comment ce malade peut débourser des centaines de milliers, voire des millions? Et j'espère que les autorités vont prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les malades puissent en bénéficier. Plus de 7000 femmes au Sénégal souffrent de cancer, un tueur silencieux, certes, mais qui n'est pas indomptable si la maladie est décelée très tôt. Merci Fatima. Et puis un mot de sport avec cette affiche de gala pour la tanière Sénégal-Brésil. Le match se jouera le 10 octobre à Singapour. Plus de détails avec Cher Sadibou Diarra. Une première, Brésil et Sénégal vont se rencontrer dans un match de football senior. L'affiche a été officialisée par la fédération brésilienne qui fixe la date du match le 10 octobre prochain à Singapour à 12h. Une rencontre amicale de prestige entre deux grandes nations de football qui sont dans une bonne période. Le Brésil, deuxième au classement mondial de la FIFA, est le premier en Amérique du Sud après son sac à la Copa América de cette année. Le Sénégal, première nation en Afrique, 20e au niveau mondial et le finaliste malheureux de la dernière CAN. Les deux sélections partagent également de nombreux cadres, coéquipiers en club en Europe. Idrissa Gana Gueye est le trio brésilien mené par Neymar au Paris Saint-Germain. Sadio Mané est un trio brésilien à Liverpool. Kalidou Koulibaly et Haaland à Naples. De beaux duels en perspective. Dans l'histoire, Brésil et Sénégal se sont rencontrés en amical dans la catégorie cadette et en match officiel à la Coupe du Monde Junior de 2015. 2 matchs remportés par les Brésiliens. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'info continue dans Soir d'Info avec vous, Pape Abdoulaye. C'est à vous. Rebonsoir, vous recevez Mamadou Diop Decroix. Merci beaucoup, Chéri Diop.